Alors bonjour, je salue tous les internautes qui suivent toute votre actualité sur AjoNews. Je m'appelle Oupaotep Kadior Mendy et votre question est très intéressante. Moi je pense que pour y répondre, il faudrait venir à la genèse de cette conception de ce livre-là. Quand je suis rentré au Sénégal le dimanche 13 novembre 2011, je me suis tout de suite engagé en politique, même si je l'avais commencé à Lyon en 2009. Avec le parti Alternative Générationnelle AGJOTNA. Après la campagne présidentielle à laquelle j'ai activement pris part pour l'élection du président Macky Sall, je me suis dit, j'ai tellement vécu des émotions fortes qui sont passées par toutes les situations qu'il fallait que je fasse une sorte de retour d'expérience et que je partage avec mes compatriotes, particulièrement les jeunes, sur comment est-ce que je l'ai vécu et pourquoi moi, en tant que jeune compatriote moi qui ai fait mes études à l'étranger, pourquoi j'ai décidé de m'engager en politique et comment est-ce que je vois la chose politique. Pourquoi j'ai milité en politique et en filigrane, c'était aussi inciter mes compatriotes, surtout les jeunes, à venir s'engager en politique comme moi pour changer les choses. Mais nous aurons l'occasion, je l'espère, d'y revenir tout à l'heure. Effectivement, donc l'objectif c'était de vulgariser ce que vous avez dit, mais aussi l'histoire politique. Exactement. Donc l'idée c'était de faire un retour d'expérience, comme je l'ai dit, de partager mes sentiments, mon vécu. Et quand je me suis mis dans l'écriture, je me suis rendu compte en fait que je parlais du présent actuel et que ça ne donnait pas forcément toute la compréhension de la chose comme je voulais. Donc je me suis dit, je vais remonter un tout petit peu en arrière pour faire un peu la genèse de l'histoire politique du Sénégal. Et je me suis dit, ça ne va pas être intéressant parce que les populations en tout cas qui vivent dans cette partie appelée Sénégal, les populations qu'on appelle sénégalais et sénégalaises, leur expérience sociopolitique n'a pas commencé avec la France, avec la colonisation. Je me suis dit donc, il faudrait que je remonte le plus loin possible dans l'Antiquité classique africaine pour donner à sa juste valeur tout le processus historique qui a conduit à la situation actuelle. Et donc j'ai écrit un livre du présent, de l'introspective actuelle. J'ai fait une sorte de rétrospective. Et je suis remonté dans l'Antiquité classique, ou l'Antiquité, pour en tout cas dire quels sont les mouvements sociopolitiques qui ont conduit à la situation en Afrique actuelle, au Sénégal particulièrement. Oui, donc on a envie de partager tout ça, mais quand on vous lit, on a l'impression que c'est pour les initiés, pour les climatologues, comme vous dites, parce qu'il y a des termes techniques, parce que c'est compliqué, termes employés, des références. Finalement, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, je reconnais, déjà, le projet initial, c'était un gros pavé. Par les conseils de mes camarades de parti, des camarades de l'organisation dans laquelle je suis, par des amis, j'ai eu l'idée de scinder ce gros pavé en 3 livres. Le premier tome, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'histoire politique de l'Afrique, l'exigence de leadership, qui parle un peu du processus historique qui est connu jusqu'ici. Le deuxième tome qui s'intitule La politique autrement, qui parle de la situation réelle, véritablement, de mon engagement politique, de comment j'ai vécu la campagne de 2012. Et le troisième tome qui s'intitule Appel à la jeunesse sénégalaise, pour une alternative générationnelle, qui est une sorte de perspective. J'y développe la théorie de l'alternative générationnelle, qui est un peu le nom de mon parti, du parti en tout cas dans lequel je milite, et dont Maître Moussa Diop est le président. Donc c'est ces triptyques, passé, présent, avenir, futur, que j'ai essayé de développer dans ce gros tome. Mais je l'ai scindé en 3 pour que ça soit beaucoup plus digeste. Je reconnais que dans le premier tome, Histoire politique de l'Afrique, l'exigence de leadership, il y a une terminologie assez technique, souvent dans le début particulièrement. Parce que pour camper le débat, pour l'installer, pour dire la grille de lecture dans laquelle j'aborde cette thématique, elle n'est pas simple, mais il faudrait accepter que des fois, même si la terminologie est assez barbare, j'ai choisi ce terme exprès, c'est un passage obligé. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on est victime d'une tumeur, le chirurgien il est obligé d'opérer et ce n'est que comme ça, si la tumeur on arrive au bout de la tumeur, qu'on arrive à guérir. Donc c'était un passage obligé malheureusement d'installer le lecteur, qu'il soit profane ou initié dans la thématique. C'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de terminologie. On n'est surtout pas habitué à avoir un regard
endogène sur les choses que nous faisons tous les jours, sur à la fois les activités sociales et aussi les activités politiques. On n'est pas habitué à avoir un regard endogène, une analyse en tout cas introspective sur comment la politique a été faite en Afrique, comment est-ce qu'elle est faite aujourd'hui et jusqu'où elle va nous mener. On est surtout habitué à avoir un regard exogène, un regard étranger sur le fait politique. La preuve, dans nos universités, dans nos écoles, etc., on est souvent obligé de citer des hommes de sciences politiques étrangers, on cite du Hobbes, on cite du Montesquieu, on cite du Rousseau, etc. Alors qu'en Afrique, toute l'Antiquité africaine jusqu'à aujourd'hui regorge de grands penseurs africains. Et c'est le fait surtout qu'on ne soit pas habitué à lire ces pensées, ces auteurs de chez nous, qui créent en tout cas une barrière. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on lit le livre, qu'on s'installe dans la trame, on voit que le livre devient beaucoup plus digeste. Mais malheureusement, c'est un passage obligé. On est obligé quelquefois d'installer une terminologie assez barbare, mais c'est un passage obligé comme je dis. On reviendra au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on sent un parti pris. L'Afrique magnifique, l'Occident on peut détester, c'est mon sentiment, peut-être que ce n'est pas votre impression, mais on le sent quand on s'installe dans ce débat. En tout cas, un parti pris, est-ce que volontaire, comment assumer? Alors, ça me fait rire parce que ce n'est absolument pas la vision que je donnais à la chose quand j'écrivais le livre. Pour moi, c'est très simple et j'assume mon propos. Je suis du Sénégal, je suis de l'Afrique de Kemet et je pense que ce n'est qu'ici qu'on peut puiser toute la substance pour sublimer notre présent et préparer notre avenir. Je préfère faire la promotion de nos langues plutôt que de faire la promotion de langues d'autres personnes. Malheureusement, l'interview se fait en français, mais on peut la faire en Manja, qui est ma langue maternelle, on peut la faire en Diola, en Manding, on peut la faire en créole Guinée-Bissau ou dans une autre langue de chez nous. Mais les faits étant ce qu'ils sont, on est obligé aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, pour cette interview, de faire l'interview en français. C'est une impression que certaines personnes ont. Quand on parle de chez nous, des choses qui nous concernent, on a l'impression qu'on déteste les autres. Non, il faut que les gens se départissent de ce sentiment-là. Un Chinois qui parle de la Chine, on ne dira pas qu'il déteste les autres. Un Français qui parle de la France, on ne dira pas qu'il déteste les autres. Mais il faut que les gens, en tout cas chez nous en Afrique, se mettent en tête que quand on parle de choses qui nous concernent, entre guillemets, le linge sale, il se lave en famille. Cela ne veut pas dire quand on lave notre linge sale qu'on déteste le voisin. On veut seulement être dans nos meilleurs jours, notre meilleur jour, pour mieux vivre nos relations avec les autres. Et je pense que de temps en temps, il est utile que nous parlions des choses qui nous concernent entre nous avant de mêler les autres personnes à nos histoires. Cela ne veut pas dire qu'on les déteste. De toute façon, ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. Donc l'énergie positive que nous avons, en tout cas personnellement que j'ai, je préfère la mettre dans la promotion des choses qui sont à nous pour mieux comprendre notre expérience sur Terre et pour résoudre nos problèmes. Et je pense qu'en filigrane, nous sommes les seuls à pouvoir résoudre nos problèmes. Les autres, nous pourrons aider seulement quand nous leur demanderons de nous aider, mais ils ne peuvent pas avoir la prétention de régler nos problèmes à notre place et encore moins de venir les régler alors qu'on ne leur a même pas demandé de leur avis. Donc je pense qu'il est utile que les gens, en tout cas chez nous, se disent que c'est sain, c'est naturel de parler de choses qui nous concernent d'abord avant d'aller parler de ces choses-là à d'autres personnes. Et donc, par exemple, il y a un passage, je vous disais tout à l'heure, quand vous parlez effectivement à la page 25 de leur système de transcription, de leur grécisation, donc ce n'est pas un rejet de l'Occident. Non. Parce que moi, je l'ai senti un petit peu comme ça. Peut-être aussi, j'ai la même grille de lecture que les autres, mais j'ai senti des choses comme ça. Donc, non. Alors, si vous permettez, comme disait Cheikh Diop, il faut citer l'auteur qu'on a l'intention de critiquer positivement ou négativement. Donc, j'ai dit, en page 24-25, j'ai pris la décision de mettre la transcription de plusieurs mots de nos langues dans leur graphie première. En médounétaire, par exemple, qui est la première langue écrite au monde, qui est aussi le fruit du génie de nos ancêtres. Et ou de les orthographier en alphabet dit latin, comme l'impose le système de transcription. J'ai également préféré l'authenticité de certains vocables de nos langues à leur grécisation. Là, je parle de nos langues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas faire la promotion du français, ça ne veut pas dire qu'on déteste le français. Moi, j'ai un amour débordant pour nos langues. Je préfère utiliser le peu d'intelligence que j'ai pour faire la promotion de la langue plutôt que
d'aller me bousculer avec des Français pour faire la promotion du français. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'intelligence, ils ont la volonté, ils ont tout ce qu'il faut pour faire la promotion de leur langue. Donc il est utile aussi que nous, Kémites, que nous, Africains, prenions toute la mesure de la situation et que nous mettions toute notre énergie pour la promotion de leur langue, à nous. C'est justement ce que j'ai voulu dire dedans, sans aucun malentendu. Mais bon, je comprends que d'autres personnes aient d'autres impressions, c'est normal, parce que quand on lit, c'est assez ingrat, hein, quand on écrit quelque chose, souvent, on a autant d'interprétations que de lecteurs. Mais si possibilité est donnée à l'écrivain, à l'auteur, d'expliquer sa pensée, je pense que c'est utile et c'est salutaire que vous puissiez relever ce point de vue-là. Ça me permettra, au fur et à mesure que je parle du livre, au fur et à mesure que de l'écriture, de la rédaction d'autres livres, de penser à ce point de vue-là, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien alors qu'on est doté de bonnes intentions. Mais comme on le rappelle, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bonnes intentions, effectivement, une question. Donc, vous décrivez des faits historiques, d'ailleurs, vous avez jugé nécessaire de passer par là. Donc, décrit dans votre livre, notamment toute l'histoire précolonisée commence à être. Est-ce que ça commence à être étudié? Est-ce que vous partagez ça avec d'autres personnes? C'est quoi cette. Enfin, est-ce que vous avez une étude sur ça? Ça commence à être parlé, par exemple, parce que c'est tellement intéressant. Beaucoup de personnes ignorent. C'est vrai, merci pour cette question. Moi, en tout cas, personnellement, la première expérience que j'ai eue avec ce passé, cette histoire antécoloniale de l'Afrique, c'est quand j'ai lu Cheikh Anta Diop dans le texte. Quand j'ai rencontré Cheikh Anta Diop dans le texte, j'ai eu un tilt et je me suis dit, voici ce que j'ai véritablement envie de faire, j'ai envie de m'engager pour les nôtres, pour notre peuple, pour l'Afrique, pour Kemet. Et au fur et à mesure des investigations, je me suis rendu compte de toute la richesse de notre patrimoine culturel. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est à l'an 6251 dans notre calendrier à nous, le calendrier africain, le calendrier kémite. On est en 2015, c'est par rapport à la naissance de Jésus-Christ, général contre Jésus-Christ. Dans le calendrier musulman arabe, je pense qu'on est en 1435, si je ne m'abuse. Les Chinois ont leur calendrier, les Vietnamiens ont leur calendrier, les Juifs ont leur calendrier. Et heureusement, les Africains ont leur calendrier. Ce n'est pas une invention. C'est quelque chose qu'on a trouvé là, que les ancêtres ont créé en moins 4236. C'est probable, observable. Et je me suis dit, il est intéressant que je partage en tout cas le peu de connaissances que j'ai de cette période-là avec d'autres camarades, d'autres frères et sœurs qui aussi sont intéressés par ce point de notre histoire et d'autres aussi qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, chemin faisant, en pratiquant, en me mettant dans de franches discussions entre camarades, je me suis mis à partager ces connaissances-là et à chaque fois, je me rends compte que nos compatriotes, nos frères et sœurs africains du continent de la diaspora sont très réceptifs à ce genre de thématique-là et beaucoup se disent mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas être au courant de ce genre de choses-là? Pourquoi on ne me l'a pas appris à l'école? Pourquoi je ne le vois pas ça à la télé, etc., etc. Et ils se rendent compte de la richesse de ça. Et c'est très bénéfique, c'est bon pour la nourriture morale humaine de connaître qui on est. Parce que je pense que tout peuple aujourd'hui qui innove, qui crée, qui est épanoui, parce que le but ultime de la vie sur Terre, c'est l'épanouissement. Donc tout peuple qui est dans ces dispositions-là a au préalable a eu la possibilité d'être assis sur son socle culturel, sur son patrimoine. Que ce soit les Asiatiques qui sont, entre guillemets, à l'avant aujourd'hui de tous les progrès technologiques et aussi sur la puissance politique, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Européens, etc. Ils sont tous assis sur le patrimoine culturel et mettent des milliards à connaître leur propre passé et notre passé à nous. Donc, quand les gens disent que c'est un amour débordant pour le passionné de passéiste, je ne pense pas que je sois un passéiste plus que vous, plus que quelqu'un d'autre. C'est une perte de temps. Comme je l'ai dit dans le livre, l'intérêt premier, ultime de ces investigations-là, c'est de comprendre beaucoup de choses dans le passé, de connaître beaucoup de choses dans le passé, de comprendre le présent actuel, de comprendre les éléments de géostratégie et de pouvoir mettre en place les stratégies et les stratagèmes pour mieux préparer son avenir. C'est uniquement l'intérêt de l'étude du passé. Ce n'est pas pour s'en glorifier ou être fier. Quand on découvre certaines choses, on est fier, on dit tiens, on n'a pas eu des ancêtres qui passaient tout leur temps à se balancer de liane à liane et à dire glou 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 en attendant que le français et l'anglais ou l'espagnol viennent pour parler entre eux. Donc ils ont eu
un système sophistiqué, à la fois social, politique, technologique, etc., etc. Et il est utile de le connaître pour mieux comprendre notre passé et bâtir notre propre avenir. Parce qu'après l'orage, quand les bâtiments se sont effondrés, les ouvriers doivent se mettre au travail. Et quand ils retrouvent les plans de la maison, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est encore plus facile de rebâtir la maison. Et on a aujourd'hui, avec toutes ces investigations-là, le plan de notre maison. Et c'est à nous, en nous basant sur ce plan-là, de remettre les fondations, de faire monter les murs et de mettre tout l'ornement, toute la décoration qu'on a envie de faire, selon nos envies à nous, pas selon les envies de quelqu'un d'autre. Et est-ce que c'est cette compréhension que vous avez de l'histoire qui vous fait peur, qui vous effraie par rapport à une arabisation ou à une francophonie, de la francophonie? Non, je me suis rendu compte qu'on a tendance à, quand quelqu'un ne connaît pas son passé, il a tendance à embrasser tout ce qui vient d'ailleurs. Les Arabes viennent, on prend tout ce qu'ils nous apportent. Les Européens viennent, on prend tout ce qu'ils nous apportent. Alors que c'est normal, hein, la nature a horreur du vide. Quand on ne connaît pas son patrimoine culturel véritable, on a tendance à errer au gré du vent, au gré du premier bandit qui vient. Donc il est utile de connaître son patrimoine. Comme je dis, pas pour s'en glorifier, mais pour comprendre la situation dans laquelle on vit et pour se projeter dans le futur et bâtir son avenir. Créer au niveau technologique, créer au niveau scientifique, et tout ce que cela comporte de modernité. Et je le rappelle, la modernité, c'est simple, c'est ce qui est actuel. Voilà. Et la tradition, c'est ce qu'on fait par habitude. Voilà. Manger, c'est une tradition, c'est à la fois une modernité. Donc, modernité n'est pas antinomique à tradition, vice-versa. Donc, souvent, les gens ont tendance à un peu confondre les concepts. Mais c'est très simple. Donc, je n'ai rien contre les Arabes, je n'ai rien contre les Européens. Encore une fois, c'est une perte de temps. Voilà. Les Arabes ont fait des choses magnifiques dans l'histoire, comme les Européens. Nous aussi, Kémites, Africains, on a fait des choses magnifiques. Et en tant que Kémite, en tant qu'Africain, je me dis, il est intéressant que de temps en temps, que je me base sur ce que nos ancêtres glorieux ont fait, pour mieux comprendre mon présent et me projeter dans le futur et mieux vivre mes rapports avec les autres. Parce que quand Senghor disait le rendez-vous du donner du recevoir, si on va vers les autres, qu'est-ce qu'on va leur donner? Les choses qu'ils ont données de la main gauche, on leur rend ça de la main droite. Ce n'est pas intéressant. Il faut partir à ce rendez-vous-là avec des choses qui sont à nous. Pas une acclimatation de leurs choses qui nous ont données à nous, mais des choses qui ont pris racine chez nous et qui ont sens. Les choses qu'il faudrait que nous-mêmes donnions sens et fassions aimer aux autres. Mais avant que les autres ne les aiment, nous devons les aimer. Et heureusement que les autres les aiment déjà. Il n'y a que nous qui avons des problèmes avec les choses qui sont à nous. Donc c'est comme si on détestait nos parents et on allait aimer les parents des autres. Il faut déjà qu'on soit en parfaite harmonie avec les nôtres, même s'il y a des conflits, et après on peut mériter le respect des autres. Mais je pense que quand on déteste qui nous sommes, on rejette notre patrimoine, alors que les autres font tous les efforts imaginables pour sacrifier notre patrimoine, il est d'un sursaut vital, d'une survie élémentaire de s'approprier son patrimoine pour aller de l'avenir. Il y a comme ça qu'on peut bâtir une politique qui correspond aux préoccupations des populations qui sont sur place. On ne peut pas mener une politique ici au Sénégal par exemple, ou au Congo, en Côte d'Ivoire, en se basant sur des théories d'occidentaux ou d'arabes. Ce n'est pas possible. Malgré l'amour débordant qu'on peut avoir pour eux, c'est simple comme bonjour. Ce n'est qu'à partir de son propre patrimoine qu'on peut bâtir une politique digne, respectable et qu'on peut imposer sa puissance, son pouvoir à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une guerre de civilisation. Certains disent que le terme est extraordinaire, il est grand, mais c'est ça, c'est un rapport de pouvoir de civilisation. Vous regardez par exemple au football, aux Jeux Olympiques, les peuples qui sont le mieux assis sur le socle culturel sont ces peuples qui ont finish un ressort mental pour se sublimer, pour faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai toujours rêvé de gagner une médaille olympique ou une Coupe du Monde où j'entendrais We Are the Champions chanter dans le stade, etc. Parce que c'est beau, c'est gratifiant. Donc quand on regarde des équipes africaines qui ne se limitent qu'en quart de finale en Coupe du Monde, ce n'est pas parce que ces footballeurs sont nuls. Ils ont les meilleurs résultats, souvent, ou analogues à leurs coéquipiers européens ou autres, dans les clubs en Europe. En Afrique, quand ils se retrouvent, il reste ce dernier sursaut d'orgueil qu'on ne peut avoir que quand on est assis sur son patrimoine culturel. Et ce n'est pas anodin. On reviendra sur ça parce que c'est intéressant, mais juste, il y a quelque chose, parce que vous avez commencé en disant que j'ai dit Cheikh Anta Diop, mais cet intérêt pour l'Égypte antique, cet intérêt pour l'Afrique, certainement on l'a lu, on a appris Cheikh Anta Diop,
Mais ça n'a pas été le même déclic, le même sentiment que les autres ont eu. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette quête, effectivement, dans l'histoire, de vouloir connaître tout ça? Alors, je vais commencer en citant de façon laconique Cheikh Anta Diop. Il a dit dans Civilisation et Barbarie, je pense dans les premières pages, que l'Africain qui nous aura compris sera celui qui sentira naître en lui un être prométhéen. Tu vois, sa volonté, c'était de faire se réveiller le colosse qui sommeille en nous. Je pense que sans prétention aucune, quand j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai senti réveiller en moi le colosse qui était en moi. C'est-à-dire, comme disait le grand frère, le Sèche Kovir Mira, on est débordant de créativité. On a une débauche de créativité quand on maîtrise son patrimoine culturel. C'est indéniable. Dans tous les domaines, pas tous, mais dans beaucoup de domaines, on ne reste pas pantois, on se dit, il y a la possibilité de faire quelque chose. Il y a l'espoir qui est là, perpétuel et éternel. C'est comme si une flamme qui ne s'éteignait jamais. Et on se dit, on a la possibilité véritablement de changer son quotidien. Voilà, sans avoir à attendre que quelqu'un d'autre vienne de Mars ou je ne sais pas où, la planète Europe, la planète Arabie, mais on se dit que chez nous, on a toute la substance pour sublimer son présent, aussi également son avenir. Donc quand j'ai lu Cheikh Anta Diop dans le texte en 2002, c'est ce colosse qui s'est réveillé en moi que j'ai senti. Certains ont lu Cheikh Anta Diop, on dit ouais, bref, peut-être qu'ils avaient des a priori. Moi quand je lisais Cheikh Anta Diop, je me dis, je fais comme si je ne savais rien du tout, et absolument c'est vrai, je ne savais rien du tout, et j'apprenais. Parce qu'il faut être humble des fois quand on lit des thématiques qui nous sont étrangères. Ne pas se dire, bon, j'ai mon doctorat dans tel domaine, je lis et voilà, j'ai mon avis sur tout. On ne peut pas avoir un avis sur tout. Il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, quand j'ai lu Cheikh Anta Diop, je me suis laissé guider et j'ai découvert des choses. Et je me suis dit, il avait dit à Niamey en 1994, si vous arrivez après vos investigations à vous dire que mes arguments Cheikh Anta Diop sont inconsistants, traînez-moi dans la boue. Je me suis dit, bon, je vais le prendre au mot. Je vais voir par d'autres investigations de recoupage, que ce soit en égyptologie, en infographie, en sociologie, en anthropologie, en linguistique, etc., en archéologie. Je vais voir si ces théories, ces idées tiennent le coup. Et jusqu'aujourd'hui, à part quelques éléments d'interprétation que je reprends par rapport à ce qu'il dit, je l'ai même dit par rapport sur ce qu'est l'esclavage, il utilisait une terminologie, comment dire, il disait ça pour que tout le monde ait une idée générale, mais ce n'était pas précis, ce n'est pas exact. Si nous avons l'occasion de revenir sur l'esclavage, on se rendra compte de la grande supercherie qui entoure cette page de notre histoire. Et à part ces quelques interprétations de ses écrits sur une terminologie de notre histoire, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, pour ne pas dire il n'y a personne, qui aujourd'hui est capable scientifiquement de mettre en cause toutes les grandes théories qu'a mis en place Cheikh Anta Diop. Toute idéologie mise à part. Donc quand je l'ai lu, j'ai senti ma destinée prométhéenne, entre guillemets, j'ai senti que le colosse qui était en moi s'était réveillé, et je me suis dit, il faut que je me mette au service de nos populations pour que, en fin de compte, nos populations s'épanouissent. Parce que comme je l'ai dit en entendant mon propos, c'est le but ultime de la vie sur Terre, c'est être épanoui. Pour ceux qui croient à l'au-delà, quand on n'est pas épanoui, je suis désolé, c'est très difficile de préparer sa vie au-delà. Voilà, c'est quasiment impossible. On peut se leurrer, on peut faire semblant de se dire on est pieux, machin, mais quand on est dans la misère, je pense que beaucoup de principes foutent le camp, excusez-moi de l'expression. Cette recherche donc, historique, culturelle, tout ce que vous dites dans votre livre sur l'Afrique, c'est quoi? C'est un soulagement d'avoir tout ça, c'est un soulagement? Honnêtement, quand on découvre certaines choses, c'est tellement énorme qu'on se dit mais est-ce que c'est vrai? Parce que je n'ai quasiment jamais appris cela. On a toujours vu à la télé des caricatures faites de l'histoire africaine, faites de nos hommes, et souvent les Africains qu'on avait en face de soi, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les sportifs, sont aux antipodes des valeurs qu'on a découvertes durant ces investigations-là. Que ce soit de l'Antiquité classique à la période impériale jusqu'à aujourd'hui. On se dit, ce n'est pas ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous revenions à cet état d'esprit d'excellence? Voilà, c'est la recherche d'excellence. Tout ce qu'on fait, qu'on exècre la médiocrité, qu'on soit des êtres excellents. Parce que c'est ça un kémite. Un kémite, c'est quelqu'un qui est conscient d'être un descendant des guides de l'humanité dans la voie de Mahat Conte Isfet. C'est ça la définition d'un kémite. Et les Africains
renaissants, comme on dit, sont des kémites. C'est-à-dire des gens qui aiment l'excellence, des gens qui aiment le travail bien fait, qui aiment la perfection, qui aiment le petit détail qui fait toute la différence. Des gens qui n'envient pas les autres peuples. Les gens qui disent les autres peuples ont été des génies dans leur domaine, tant mieux. Et si je peux apprendre d'eux pour sublimer mon présent et mon passé, j'apprends d'eux. Mais ce sont des êtres qui puisent dans leur patrimoine pour créer, pour innover et pour être respectés dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans les époques de l'humilité et des humiliations. Nous sommes le paillasson de l'humanité. Il est temps que nous ressaisissions, que nous comprenions ce processus historique qui a conduit jusqu'ici, cet orage qui a fait tomber notre maison, et une fois qu'on a redécouvert les plans de la maison, qu'on puisse rebâtir notre maison dans un élan de solidarité et qu'on s'entraide entre nous. Qu'on puisse, en dernier ressort, bâtir l'Ouhémessout, c'est-à-dire la renaissance kémite africaine, et bâtir un État fédéral suprême qui pourra veiller à la sécurité des Africains, où qu'ils se trouvent, que ce soit dans le continent ou à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, la vie d'un Africain ne vaut pas grand-chose, à la fois sur le continent et à l'extérieur. Il est utile, après des années, des siècles d'errement, de nous ressaisir, de revenir à nous-mêmes et de se dire la solution est chez nous. Voilà, elle est véritablement chez nous, dans notre patrimoine, dans nos langues. Le patrimoine, ce n'est pas forcément quelque chose à des années-lumière, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui dans nos langues. Que ce soit le Mandjakou, le Diola, le Wolof, le Sérère. Quand on nous creuse, on voit toute la richesse qui nous permet de nous sublimer, d'être fort en mathématiques, d'être fort en sagesse, en philosophie comme disent certains, d'être fort en technologie, d'être fort en architecture parce que, comme je l'ai dit, on est débordant de créativité. Et je pense qu'il est mieux de s'ancrer dans son patrimoine, d'être débordant de créativité, plutôt que de toujours être à la suite, à la traîne, en suivant ou en prenant les miettes que les autres nous donnent et en agissant toujours comme les autres voudraient qu'on agisse, à la fois en pensée et en action. Donc il est temps que nous revenions à nous-mêmes. Ce n'est pas compliqué, c'est juste se dire, tiens, je fais un petit arrêt, je redeviens clairvoyant, je me réveille, je vois la richesse qui nous entoure. Souvent, malheureusement, on est obligé d'aller loin pour se rendre compte de la richesse que nous avons. Et de temps en temps, il est utile de se rendre compte de ça. Vous faites quoi pour vulgariser d'ailleurs tout ça? À part, il y a un livre, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup d'ailleurs. Et il y a les médias, vous faites quoi? Est-ce que vous partagez ça à d'autres Africains? Quelle période, quel moment? Alors, quand j'étais étudiant, je me suis engagé dans le milieu associatif. J'ai commencé par l'association des étudiants sénégalais de Lyon, ASL. Après, j'ai été dans l'association des étudiants de culture africaine de Lyon. Puis, j'ai été dans l'organisation de l'association Kemra, qui était un peu la quintessence de toutes les choses que je voulais faire pour l'Afrique et les Africains, les Kémites. Et après cela, quand j'ai fini mes études, avant même que je ne rentre au Sénégal, je me suis engagé dans le champ politique parce que je me suis dit il était inadmissible que tous les projets que je nourris et que d'autres compatriotes aussi nourrissent soient laissés à la merci d'un incompétent politique qui décide de l'application ou non de ces projets-là. Un fait qui m'a marqué dans le livre, peut-être que c'est pas important pour vous, mais si je pense à l'ami, c'est le discours de Valdiodio et le cynisme de De Gaulle, qu'on peut d'ailleurs retrouver actuellement un peu dans cette étude. Vous en parlez, pourquoi ça? C'est l'histoire, mais ça m'a marqué. Alors, on a grandi avec l'idée que Valdiodio, bon, il faut le dire, Valdiodio c'était l'enfant terrible de la politique sénégalaise. Certains disent même qu'il était même à l'origine avec l'enfant terrible de la politique malienne à la rupture de la fédération du Mali. C'est une théorie que je n'ai pas eu le temps de creuser, mais pendant mes recherches, j'ai eu ce témoignage-là. Donc Valdiodio, souvent, en tout cas, on a grandi avec l'idée qu'il a tenu tête à De Gaulle, etc. Il a eu un discours formidable. Et justement, dans le livre, j'ai tenu à restituer le discours dans son intégralité pour donner toute la juste mesure des choses. Et au fur et à mesure que je faisais l'étude, en tout cas pour la rédaction de ce livre, je me suis rendu compte que ce qu'il disait allait en parfaite cohérence avec la volonté de De Gaulle. De Gaulle, l'un des rares hommes politiques africains qui lui ait tenu tête, c'est entre autres Sékou Touré. Il paraît même qu'il est parti de Conakry en laissant son képi là-dessus tellement il était choqué par l'attitude de la Guinée. Donc Valdiodio Ndiaye, comme toute la foule hilare qui réclamait l'indépendance, mais il fallait lire les pancartes. Indépendance, certes, mais dans une union franco-africaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne peux pas me dire que je deviens indépendant d'une personne et je me dis, une fois que j'ai mon indépendance, il faudrait qu'on aille continuer à collaborer ensemble. On peut être des partenaires, ce n'est pas antinomique, mais de là dire une union
Je ne comprends pas tellement ce rapport, cette relation. On est violé tous les jours, mais une fois qu'on est guéri, on a envie d'aller revivre avec la personne là. Donc ça m'a un peu fait bizarre. Et quand j'ai lu le discours de Valdiodio Ndiaye, je me suis dit, ce n'est en rien un discours de rupture, ce n'est en rien un discours révolutionnaire, c'est peut-être prétentieux de ma part. Certains vont se retourner dans leur tombe, ou certains hommes politiques actuels, en tout cas spécialistes de cette partie de l'histoire, vont se dire, mais il est prétentieux ce jeune homme, mais je n'ai en rien trouvé d'extraordinaire, de révolutionnaire dans le discours de Valdiodio Ndiaye. C'était grandiloquent, c'était extraordinaire, des envolées lyriques, comme De Gaulle quand il a pris la parole, mais ce n'était en rien extraordinaire. Bon, certains disent que Senghor, il a fui, Dia, qui était en cure en Suisse aussi, il a fui. Donc il y avait le doyen des hommes politiques, c'est-à-dire le président Lamine Gueye, et aussi le genou, Valdiodio, qui, il faut le rappeler, avait mon âge quand il a fait le discours. Il avait 35 ans. Donc je peux comprendre un peu sa naïveté, je peux comprendre son élan juvénile, etc. Je ne sais plus quelle expression, mais de là à nous faire croire que Valdiodio a tenu un discours extraordinaire sur la qualité de la langue française, oui, mais sur le fond, sur les aspirations des Africains, non. Parce que c'était en total déphasage avec le congrès de Cotonou qui s'est tenu quelque temps avant et qui avait donné la motion de l'indépendance totale, quoi. Donc le PRA Sénégal, qui était un peu la section sénégalaise qui était revenue de Cotonou, n'a pas forcément suivi la ligne maîtresse de la volonté des Africains de faire une rupture absolument fondamentale avec De Gaulle. De Gaulle était menaçant dans ces termes. C'est lui qui, quand on veut l'indépendance, qu'on la prenne, mais aussi qu'on prenne ses responsabilités, ça veut tout dire. On dit Djunju Donya Boram Khel en Wolof. Et donc il a seulement mis les Africains devant leurs responsabilités. Malheureusement, comme je dis dans le livre, c'était la seconde phase du prolongement de la colonisation française en Afrique. Et donc le plan une vraie fausse indépendance. Voilà, certains ne sont pas d'accord, mais on fait, tu sais, l'indépendance c'est un processus. Voilà, je peux dire que beaucoup de pays ne sont pas indépendants, ils sont indépendants, ou ils sont autonomes, ça dépend comment on tourne ça, mais l'indépendance véritable, l'autodétermination, comme on dit en Swahili, Kuchichagulia, qui est un des 7 principes de Kwanzaa, on ne l'a pas véritablement en Afrique. Il faut un État fort. Ce que voulait Kwame Nkrumah quand il disait Africa must unite, l'Afrique doit s'unir, à travers un État fédéral fort, une zone monétaire commune, une monnaie africaine commune, etc., une armée commune. Sans cela, nos enfants nageront dans une mare de boue et de sang. On le voit aujourd'hui. Tous les jours, nos enfants vont périr dans la Méditerranée, qui continue à être ce cimetière à ciel ouvert, comme pendant l'époque de l'esclavage. Donc, toute cette prévision, cette stratégie politique a voulu dérouler Kwame Nkrumah et qui a été contrecarrée par la CIA, par Senghor, par Houphouët-Boigny. Les résultats sont ce qu'on voit là. On est malheureusement aujourd'hui obligé de danser avec le diable quand on a envie de sortir avec l'enfer. C'est-à-dire de se mettre dans des compromis pas possibles en espérant, en dernier ressort, tirer le meilleur de la situation. Malheureusement, c'est cela. Et aujourd'hui, malgré la bonne volonté, on nous impose une amitié douloureuse dont certains d'entre nous essaient de se départir avec toutes les peines du monde. Et donc, avez-vous le sentiment qu'on pourra la prendre bientôt, cette indépendance? Alors, je ne suis pas un prédicateur. Quand on dit bientôt, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, je dis une chose toute simple. Aussi longtemps qu'on s'éloignera de notre propre patrimoine, on tiendra tous les discours qu'on voudra, on mettra en avant toute la volonté qu'on voudra, on ne pourra pas se départir du fait que nous allons toujours vivre dans des moments d'humilité et d'humiliation. Nous allons toujours constituer le paillasson de l'humanité. Pour se départir de cette situation assez ubuesque et prendre les rênes de notre propre destinée, être des êtres complets en toute plénitude et décider nous-mêmes de notre destinée, nous devons nous arrêter un instant, faire une rétrospective, une introspection afin de pouvoir faire une prospection. Donc c'est ces triptyques-là que j'essaie de faire à travers ces 3 ouvrages. Le premier, c'est un peu la rétrospective, le second, c'est l'introspection, et le 3e ouvrage, c'est la perspective. Donc cela ne veut pas dire être contre les autres. Il faut que les gens... Il n'y a que les Africains qui ont cet état d'esprit-là. Quand on leur dit, venez, on va discuter sur quelque chose qui nous intéresse pour faire une action qui nous est profitable, oui, mais est-ce que les autres vont être d'accord? Est-ce que les autres, on calcule toujours les autres.
Comme disait Malcolm X, we make it hard for ourselves. Nous mettons nous-mêmes des bâtons dans nos propres roues. Il est temps, les autres comprennent très bien parce qu'ils font la même chose. Les Chinois n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre légifère ce qu'il a envie de faire. Il met en place son action pour son propre intérêt. Si les autres s'y retrouvent, tant mieux. S'ils ne s'y retrouvent pas, mais la vie est ainsi faite. On ne peut pas toujours faire plaisir à l'autre, mettre en avant le plaisir de l'autre. On doit d'abord mettre son propre plaisir, son propre intérêt d'abord, avant de penser à ce que l'autre en pensera. Et l'Afrique, de tout temps, quand on était maître de nous-mêmes, on a toujours protégé l'humanité. Et je suis sûr que quand on mettra en place l'OME, c'est-à-dire la renaissance kémique, la renaissance africaine, à travers un État fédéral fort, le Sémataou, l'Afrique sera puissante et protégera les faibles dans le reste du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a une infime partie de l'humanité qui contrôle, qui domine, qui pille, qui viole toute une grosse masse de l'humanité et ce n'est pas acceptable. Il n'y a que l'humanisme des Kémites, des Africains, qui peut arriver à bout de cela. Tout ça s'explique par notre processus historique. Voilà. Certains diront qu'on était bénis de Dieu. On a trouvé chez nous des conditions formidables qui nous ont permis de très tôt partager une certaine solidarité avec le reste du monde. Et je pense qu'il est primordial que l'Afrique redevienne forte, puisse protéger ses enfants à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, afin aussi de protéger les enfants des autres contre leurs propres proches parents. Et l'Afrique est aujourd'hui la seule à mesure de faire cela. Vous avez un constat un peu négatif sur l'intelligence africaine, de manière générale, sur les livres. Est-ce que vous sentez, j'ai déjà posé une question, mais est-ce que vous sentez une prise de conscience, des débuts de solution? C'est très difficile. C'est un processus long, certes. On n'a pas encore atteint la masse critique d'intellectuels, entre guillemets. Il faut que les gens se disent qu'intellectuel dans l'étymologie, c'est quelqu'un qui comprend. C'est très simple. Souvent, on a échafaudé le concept, on a pensé que c'est quelqu'un qui a fait Bac plus 40, qui est là avec ses belles lunettes, son beau costard, qui parle dans un langage français mielleux et sucré. Non, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui comprend la situation. On peut ne pas avoir fait des études françaises et être intellectuel. On ne peut ne pas avoir fait des études arabes et être des intellectuels. Le plus important, comme je dis toujours, c'est comprendre la situation dans laquelle on est et avoir des solutions aux problèmes. Comme je l'ai dit dans le livre, qu'est-ce qu'un grand homme? Un grand homme, ce n'est pas quelqu'un qui est un monstre d'intelligence. C'est quelqu'un qui a le courage de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. C'est simplement cela un intellectuel. Peu importe le domaine d'activité dans lequel on exerce, il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions et de mettre en branle les bonnes solutions pour que notre peuple s'épanouisse, qu'il soit sur le continent ou dans la diaspora. Malheureusement, les intellectuels africains aujourd'hui, ils sont là, ils piaillent, ils pérorent, mais ils ne sont pas écoutés pour la plupart par les populations, ils sont totalement déconnectés de cela. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quelque temps, il y a eu des incidents en Afrique du Sud. On a un grand intellectuel africain qui s'appelle Hachim Bembe, mais je me suis dit, mais ce grand intellectuel-là qui enseigne en Afrique du Sud, quel est l'impact véritablement de sa science sur les populations en Afrique du Sud? Quasiment nul. On a un grand intellectuel qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne. Certains disent que j'ai gratigné. Non, je pose juste un constat. Quel est son impact aujourd'hui sur la situation des Sénégalais aujourd'hui au Sénégal ou dans la diaspora? Quasiment nul. On a beaucoup d'autres intellectuels qui sont là, Fatou Diom, etc., qui sont très intéressants, certes, mais quel est leur impact véritable sur les populations? C'est nul. Certains diront que je suis très sentencieux. C'est un constat que je fais. Sinon, qu'on me prouve le contraire. On va quelque part, je n'ai pas la prétention d'être un intellectuel qui est suivi par les populations. Non, j'essaie modestement, par ma contribution sur le travail, mon engagement politique, faire en sorte que les idées que je pense intéressantes puissent être véhiculées, puissent être rendues opératoires au niveau du peuple, afin que le peuple s'épanouisse. Parce que c'est le but ultime de la gestion de la société, faire en sorte que le peuple s'épanouisse. Est-ce que là, vous n'êtes pas, parce que quand vous citez ces intellectuels-là, peut-être qui ont une autre vision de l'histoire, un peu parfois occidentalisée, je veux dire, quand on fait de la philosophie comme Bachir ou comme Fatou Bonekli, est-ce que c'est par rapport à ça, sans revenir sur la question de comparaison, qui fait qu'ils n'arriveront pas ou qui ne pourront pas avoir d'impact sur la société par rapport à vous qui étudiez l'histoire profonde de l'Afrique? Alors, sans prétention aucune, c'est très difficile, quasi impossible, de toucher le fond, la pensée de nos populations quand on ne comprend pas
le processus qui les a conduits à cette situation-là. Quand on va voir un médecin pour dire que j'ai envie d'être soigné de tel ou tel mal, le médecin ne s'empresse pas de vous écrire une ordonnance et vous dit allez à la pharmacie acheter votre médicament. Le médecin vous fait un diagnostic pour savoir de quel mal vous souffrez. Il sort vos stéthoscopes par exemple, il vous ausculte, etc., etc. Et là, il se dit tiens, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous avez été, etc. Et en fonction de sa science, vous prescrivez une ordonnance et puis vous allez vous soigner. Vous avez de plus fortes chances de guérir plutôt que de quelqu'un qui vient, qui vous acquitte tout de suite une ordonnance. Malheureusement, ces grands intellectuels, je n'ai rencontré que j'ai un profond respect, une grande estime pour eux, n'ont pas pris la peine d'ancrer leur science, leur savoir sur notre patrimoine à nous. C'est comme s'ils voguaient comme ça en l'air, sans aucune attache, sans aucune emprise sur la réalité. Malheureusement, c'est cela. Donc, il y a de fortes chances qu'on arrive à l'impasse avec leurs pensées, parce qu'on parle souvent de philosophie. Si je prends par exemple le cas de Souleymane Bacheikh Diagne, je lui demande tout simplement, ou tous les grands philosophes du Sénégal ou d'Afrique, de me dire quelle est l'étymologie du mot philosophie. Très simplement, quelle est l'étymologie du mot philosophie? Voilà, j'avais décidé un jour de faire une conférence en appelant un huissier de justice et en remettant une forte somme d'argent et de dire aux gens, je vais poser 2 questions. Je pense qu'il n'y a que 2 personnes au Sénégal, et 3, moi y compris, qui connaissent cette réponse à ces questions. Certains diront que c'est prétentieux, mais c'est la vérité. Je leur dirai, quelle est l'étymologie du mot philosophie et qu'a fait Socrate avant de boire la ciguë? Tous les grands philosophes du monde, d'Afrique en tout cas, je leur demande d'aller au tableau de répondre à ces 2 questions-là. Quelle est l'étymologie du mot philosophie et qu'a fait Socrate avant de boire la ciguë? Certains diront que ce jeune est prétentieux, mais c'est très simple. Les gens, les internautes qui verront cette interview peuvent cesser à la question et partager avec nous leur expérience. Mais je doute fort, à part 3 personnes au Sénégal et d'autres à l'extérieur, mais au Sénégal en tout cas, je pense qu'il n'y a que 3 personnes qui sont en mesure de répondre à cette question-là. 2 professeurs d'université et moi-même. Et ces professeurs-là, ils ont une connaissance profonde de notre patrimoine.